Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Partout, nous voyons régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Louis-Antoine de Bougainville. Comment imaginer le courage des premiers navigateurs arrivés sur les rivages des îles polynésiennes plusieurs siècles avant notre ère, après avoir traversé l'immensité de l'océan Pacifique? Si l'histoire du peuplement de la Polynésie française soulève aujourd'hui encore de nombreuses interrogations, une chose est certaine. Les premiers Polynésiens sont arrivés ici, à bord de pirogues. C'est une journée un peu particulière qui débute à Tahiti. La pirogue Fafaité est de sortie. Depuis 2009, la pirogue Fafaité navigue sur toutes les eaux de la Polynésie française. Fafaité signifie réconciliation en tahitien. Réconcilier l'homme polynésien avec la nature, sa culture et ses racines ancestrales, c'est l'esprit voulu par l'association qui a initié la construction de cette pirogue. La pirogue, dans notre culture, représente tout en fait. La pirogue, c'est le socle de notre civilisation. C'est le moyen par lequel nos ancêtres ont pu découvrir ces îles et coloniser ces îles. Et avec eux, ils ont apporté à bord de ces pirogues finalement toute leurs origines, leur base, leur spiritualité. La pirogue Fafaité permet aux habitants de Tahiti de retrouver les techniques ancestrales de la navigation sans instruments. Des techniques parfaitement maîtrisées par les anciens Polynésiens, mais dont la pratique s'était perdue. On a été coupé de notre océan pendant plusieurs générations. Ce qu'on voit, la plupart des voiliers, là, 90%, ce sont des métropolitains qui naviguent, des étrangers. Et donc le Polynésien aujourd'hui, par le tout, c'est la joie de la navigation, être sur l'océan. On est aujourd'hui capable aussi de retrouver cet art de la navigation sans instruments, sans utiliser le GPS et la boussole, pour vraiment aiguiser nos sens. Voilà, c'est une navigation sensorielle. Venue de Nouvelle-Zélande, Renata Blair a tenu à participer à cette sortie. Son pays natal a été peuplé à partir du Xe siècle par des navigateurs polynésiens. C'est essentiel pour nous les Maoris, parce que nous avons navigué à bord de ces pirogues jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et se reconnecter à ses racines est primordial. Ce sont nos origines, et nous devons les transmettre à nos enfants, afin qu'ils puissent apprendre que Tahiti est la terre natale de leur culture. Oui, c'est très important. Les anciens Polynésiens ont ainsi voyagé d'île en île, propageant leur culture jusqu'à Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle le triangle polynésien.
À environ 200 km au nord-ouest de Tahiti, l'île de Raiatea est l'une des premières îles à avoir été peuplée par les navigateurs polynésiens. Elle recèle un riche patrimoine archéologique qui témoigne de cette incroyable épopée. Nous sommes sur le site de Tapu Tapu Atea. Cet ensemble architectural est un temple à ciel ouvert, l'un des plus importants de la Polynésie française. Il est consacré au dieu de la guerre, Oro. C'est ce qu'on appelle un marae. Jean Méret en est l'un des guides les plus expérimentés. Le marais Tapu Tapu Atea est le pilier de toute la culture. C'était dit que c'est le berceau de la civilisation, de la culture, de la vie religieuse et de la vie politique dans la mythologie polynésienne. Au centre du marae se dresse la pierre de fondation. Donc cette pierre servait à prendre la taille des premiers Polynésiens. Plus vous êtes grand, plus vous êtes fort. Elle fait 2,80 m. La deuxième chose, c'est pour l'investiture. Donc, les jeunes rois, avant d'être intronisés, doivent passer sur cette pierre. Tous les 4 coins de cette pierre est gardé par les 4 gardiens. Ils sont enterrés debout. C'est un honneur pour les 4 gardiens d'être choisis. Alors, à chaque coin de la pierre, il y a un gardien. Parce que dans l'histoire polynésienne, le rôle de ces gardiens, c'est que leur esprit puisse garder l'âme de la pierre. D'une superficie d'environ 8 hectares, le marae de Tapu Tapu Atea est constitué d'un ensemble de structures et de plateformes monumentales. Celle-ci est l'une des plus importantes. C'est ici que se réunissaient les prêtres et les chefs guerriers pour y prendre les grandes décisions liées à la vie politique et religieuse. Alors, cette place, on appelle le Aba. Et le Aba servait à entreposer l'effigie du dieu. Le Polynésien, il adorait le dieu Oro. Et Oro, on avait fait une représentation. On avait construit artisanalement un objet de 1 mètre et qu'on entreposait ici à chaque cérémonie. Sur le marais, c'est la place la plus sacrée. Nombre de navigateurs polynésiens sont partis de cette île à bord de leurs pirogues pour conquérir de nouveaux territoires. Ils ont emporté avec eux des pierres de Tapu Tapu Atea, symbole de la suprématie cérémonielle et politique de Raiatea. Dans les îles que tu vas découvrir, tu seras obligé de partir avec une pierre de Tapu Tapu Atea qui servira à son tour de pierre de fondation. Une histoire fascinante qui vaudra peut-être au marae de Tapu Tapu Atea d'être prochainement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il constitue un exemple exceptionnel des liens qui unissent les différentes communautés du triangle polynésien. Tout peuple polynésien a son rattachement à ce marais. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui et les enfants pour demain connaissent leur histoire. Permettre aux plus jeunes de se réapproprier leur histoire, c'est précisément la mission que s'est donnée l'une des associations les plus actives de Raiatea. Non loin de Tapu Tapu Atea, se trouve un autre site emblématique de l'île, le marae de Vaiarai. Ce matin, l'association Tuiana a réuni quelques-uns de ses membres pour participer à l'entretien du site.
Il s'étend sur près de 2 hectares, mais à ce jour, 300 mètres carrés seulement ont été dégagés. Nini Teina est la propriétaire du terrain sur lequel a été édifié le marae. Ce site est très important pour moi parce que mes ancêtres sont là. Parce qu'autrefois, je ne faisais pas trop attention à eux. C'est pas de ma faute, hein? Mais maintenant, si. Peut-être parce que je prends un peu de l'âge. Vaiarai signifie « pied qui vient du ciel ». Selon la tradition orale, c'est ici que le dieu Taroa, créateur de toutes choses, aurait posé son pied droit. L'archéologue Paul Niva, vice-président de l'association, en est l'un des meilleurs spécialistes. Ce marais, c'est le marais le plus ancien de tout l'archipel de la société. C'est ce qu'on appelle un marais fondamental, un marais Erefunu, on dit en tahitien, noirceur de terre, hein, où vraiment l'origine vient de l'obscurité, là où étaient les dieux. À l'arrivée des missionnaires européens, les anciennes croyances tombent peu à peu dans l'oubli. L'association, fondée par Romi Tavaeari, souhaite aujourd'hui remettre en valeur cette part de leur identité. En fin de compte, c'est une trace visible, existante, qui dénote le passage d'une ancienne civilisation. Mais dans un sens aussi au niveau polynésien, c'est le rattachement à la terre. Il est dit dans le passé que c'est un homme, un marais, une vallée, une rivière, une pointe, un promontoire et un océan. C'est un ensemble qui détermine la vie de l'homme polynésien. L'archéologue Paul Niva a confié à Frédéric le relevé des différentes structures archéologiques qui composent le site. Grâce à ces échanges, l'association invite les jeunes de Raiatea à renouer avec leur patrimoine. On a une rupture entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Dans le sens où là, ce que ce monsieur détient comme savoir est aussi important et essentiel qu'un gamin qui va passer son diplôme à l'école. Parce que lui, il a des acquis. Maintenant, c'est cette relation. Donc, il transfère pour le moment à son fils qui a repris le relais et ainsi de suite. Et après, c'est de savoir dans quelle mesure on peut faire venir la jeune génération en disant, voilà, il y a une structure qui existe, réappropriez-vous de votre culture. Nous quittons Raiatea et les îles de la Société pour nous rendre à plus de 600 km au sud, dans l'archipel des Australes. C'est le plus méridional des archipels de la Polynésie française. Il est constitué d'îles hautes, dont 5 sont habitées. À l'ouest de l'archipel, nous arrivons sur l'île de Rimatara. D'une superficie de 9 km², c'est la plus petite île des Australes. Ici, pas d'hôtel de luxe ou de grosses infrastructures touristiques. On vit au rythme de l'artisanat traditionnel, de la pêche et de l'agriculture. Rimatara a préservé son caractère authentique. L'île tire sa principale ressource économique d'une plante tropicale, le pandanus. Cette plante, dont certaines espèces peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de hauteur, est cultivée de manière intensive à Rimatara. Ses feuilles sont utilisées dans la confection d'objets artisanaux d'une extraordinaire finesse. Les artisans de Rimatara
font la fierté de toute la Polynésie. Comme chaque matin, Nelly Yotua conditionne les feuilles les plus vertes. Avec le petit couteau, on enlève la nervure. Le gros couteau, c'est pour couper alors. Pour nous, c'est de l'or. Hein? Le Pandanus, c'est de l'or pour nous. C'est notre matière, notre ressource première. Et toutes les femmes, on peut dire que toutes les femmes de Rimatara, ils travaillent sur cette matière. Les jeunes filles, les mamans, les vieilles, on y travaille toujours. C'est notre travail, c'est notre bureau. Et personne ne peut prendre ton bureau. Le contraire, c'est toi qui lâches ton bureau. Quand tu es fatigué, tu lâches ton bureau. Après avoir été préparées, les feuilles de pandanus doivent être tressées. Un savoir-faire que les femmes de Rimatara apprennent dès le plus jeune âge. Quand on tresse les pandanus, c'est comme on tresse les cheveux. Une fois que tu sais tresser tes cheveux, ben, tu sais aussi tresser les pandanus. Le tressage permet de confectionner une sorte de rideau végétal qui sera ensuite suspendu pour faciliter le séchage des feuilles. Et deux. À peu près deux. Il faut environ un mois pour que les feuilles de pandanus soient totalement sèches. Avec le cocotier, c'est le végétal le plus utilisé dans la vie quotidienne des Polynésiens, en particulier dans la vannerie. Le savoir-faire des îles australes est réputé dans toute la Polynésie française. Chapeaux, paniers, tapis ou objets de décoration, les artisans de Rimatara sont de véritables orfèvres. Les feuilles de pandanus sont également utilisées dans la réalisation de toitures traditionnelles. À cette fin, elles sont conditionnées en rouleaux d'une centaine de feuilles, puis envoyées sur Tahiti. Dans la maison de Nelly, on travaille en famille. Mama Thomas, sa mère, est un personnage emblématique de Rimatara. Au temps de nos ancêtres, on travaillait sur les pandanus. Et elle est contente de voir sa fille, sa petite fille, travailler sur les pandanus. C'est pour ça aujourd'hui, c'est bien les jeunes qui travaillent sur les pandanus. Au lieu d'aller trouver du travail ailleurs, il y a déjà du travail sur l'île. C'est pour ça que c'est important que les enfants sachent comment travailler sur les pandanus. Ils peuvent transmettre à ses enfants, à leurs petits-enfants.
Les habitants de Rimatara veillent sur un riche patrimoine culturel. Depuis quelques années, ils s'engagent également dans la préservation de leur patrimoine naturel, à l'image de Tira'a Moroa. Ce matin, ils guettent l'arrivée du Tuapae, le seul navire à assurer le transport des marchandises et des hydrocarbures à destination des Australes. Il est accompagné du chien Whisky. Là, il y a les premiers conteneurs qui arrivent, parce que là, Whisky va travailler. Rimatara est la seule île de Polynésie française, avec celle de Wauka, aux Marquises, à ne pas avoir été colonisée par le rat noir. C'est précisément pour détecter l'éventuelle présence de rongeurs dans les cargaisons que Whisky a été dressé. Whisky est arrivé à Rimatara en 2015 pour aider l'association Rimaura à préserver l'un des plus beaux trésors de l'île. Un oiseau endémique, le hura, communément appelé la perruche rouge. Georges Atitio est l'un des membres de l'association. Le jour où il y aura le rat noir qui va peupler l'île de Rimatara, ça amènerait d'abord à l'extinction pure et simple de l'oiseau endémique, le hura, et aussi à diminuer de 50% la production de copra, qui est une des ressources économiques premières de l'île. Et comme vous savez, le rat noir est porteur aussi de maladie, la leptospirose. Cette maladie d'origine bactérienne est transmissible à l'homme. Voilà pourquoi toutes les marchandises arrivant sur Rimatara sont rigoureusement inspectées par Whisky. Bien, Whisky. Bon chien. C'est comme nous, il n'y a pas à train. C'est bien pour l'île, là. Faut pas que le rat noir vienne ici. Hein. Bon chien. C'est bon chien. Allez, Whisky. Tu as bien travaillé, Whisky. La perruche de Rimatara est classée en danger d'extinction sur la liste rouge mondiale de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Avec leur association, Georges et Tira'a multiplient les actions pour protéger l'oiseau. Et cela commence par la protection de son habitat naturel. Cet arbre, je dirais qu'il y a plus de 200 ans. 200 ans. Et c'est cet arbre qui présente beaucoup de cavités. Le seul arbre à Rimatara, c'est le hotu. Ah oui, là on entend le son de l'oiseau. On peut dire que c'est l'habitat de l'oiseau endémique, le hura. Autrefois, le hura était présent dans les forêts tropicales de toute la Polynésie française. Mais au XVIIIe siècle, à l'arrivée des explorateurs européens, l'oiseau avait déjà disparu. Sauf sur Rimatara, où la reine avait interdit de le chasser. Aujourd'hui, il doit faire face à de nouvelles menaces. Il faut vraiment qu'on stoppe la destruction des arbres. Que les gens actuellement ils continuent à abattre. Ce que nous avons peur, c'est que le jour où quelqu'un décide d'abattre cet arbre, on n'a pas de comme ça. On fait tout, on met en place beaucoup d'actions pour que les gens aient conscience qu'un arbre centenaire, des arbres où habitent les oiseaux endémiques, est très important pour Rimatara. Comme elle est jolie, elle veut montrer au monde entier qu'elle est belle. Elle est belle. Voilà.